La citadelle de Lille abrite encore, 3 siècles et demi après son édification, un corps d'armée de 900 hommes. Et les Lillois aiment se promener auprès de ces remparts, magnifiquement conservés et entourés de verdure. Mais elle n'est pas le seul point de rencontre incontournable à Lille. À quelques centaines de mètres de là, à proximité des façades multicolores et ouvragées du vieux Lille, au milieu de la grande place de la ville, on trouve la vieille bourse. Construite seulement 15 ans avant la citadelle, elle s'en distingue pourtant totalement par la finesse de sa structure et l'exubérance de sa décoration. Mais si elle est si familière aux Lillois qui passent devant tous les jours, ces murs conservent pourtant encore bien des secrets. D'où vient l'harmonie des proportions du bâtiment? Quelles règles méconnues ces bâtisseurs ont-ils respectées pour créer un lieu aussi beau et équilibré? Qu'y a-t-il sous le sol de la vieille bourse? Et pourquoi y trouve-t-on un réseau aussi étendu de caves? Pourquoi est-elle si richement ornée de sculptures? Et comment ont-elles été réalisées? Mais surtout, première question à poser, pourquoi a-t-elle été implantée ici, précisément, à l'époque de son édification en 1652? C'est le lieu des foires et des marchés, c'est le lieu des échanges, c'est le lieu de réunion, c'est le lieu de la vie civile et de la vie politique et de la vie commerçante. Ça a été dès les origines de la cité, ça le reste encore aujourd'hui. À cette époque, la ville n'est pas encore française et appartient donc aux Pays-Bas espagnols. Une région extrêmement prospère dont elle est l'un des principaux centres commerciaux. Mais alors que d'autres villes comme Anvers sont dotées d'une bourse depuis longtemps, ce n'est pas encore le cas à Lille. Alors les négociants demandent qu'on en construise une et on charge l'architecte de la ville de dessiner un projet à la hauteur des ambitions de Lille. Lorsque Julien d'Estrées construit la bourse, il a un programme qui est celui de lancer une modernité dans la ville. La ville est très riche et donc il faut faire un programme qui nous fait sortir du Moyen-Âge. C'est un lieu de prestige qui doit refléter à la fois la richesse des marchands, la richesse de la ville et la richesse des anciens Pays-Bas espagnols. Dans cette ville médiévale encore largement occupée par des maisons en bois, les choix de construction de la vieille bourse constituent une révolution. D'Estrées va demander de faire un bâtiment en dur, entièrement réalisé avec les moyens les plus modernes de l'époque et avec les décors aussi les plus modernes de l'époque. C'est un prototype, en quelque sorte, de l'architecture en briques et en pierre qui ensuite va faire florès dans l'ensemble de la ville. Mais quelle forme donner à ce nouveau bâtiment? Quelle architecture marquera son temps tout en permettant aux négociants d'effectuer leurs transactions en toute tranquillité? Ce qui saute aux yeux, c'est que nous avons une cour centrale à ciel ouvert entourée de portiques. Ce plan reprend celui de la bourse d'Anvers qui a été édifiée en 1531. Cette bourse anversoise va d'ailleurs avoir une influence sur toutes les bourses du monde. Julien d'Estrées s'est-il contenté de copier la bourse d'Anvers pour définir les proportions si harmonieuses du bâtiment? Quand on regarde la vieille bourse du ciel, on découvre un plan ni vraiment carré ni tout à fait rectangle. Des dimensions symboliques qui renverraient à une forme idéale aujourd'hui oubliée, le carré plus que parfait. Le carré plus que parfait allie à la fois un triangle équilatéral et deux côtés, plus petits et plus grands, qui forment un rectangle que l'on appelle un carré plus que parfait. Plus parfait que le carré exact, parce qu'il est justement issu du triangle équilatéral. C'est un modèle qu'on trouve depuis le Moyen-Âge, mais que le compagnon et maître Julien d'Estrées connaissait bien. On retrouve d'ailleurs ce modèle dans de nombreux monuments, comme la cathédrale de Beauvais ou l'Arc de Triomphe à Paris. Et il colle ici parfaitement au plan de la vieille bourse. Mais pour Lille, ce choix n'est pas purement esthétique. Il renvoie directement au mode de financement du bâtiment. La ville propose à ses 24 plus riches marchands
de payer la vieille bourse en échange d'une boutique dans ses murs. La façade sur la grande place leur sera réservée, quand la cour intérieure sera destinée aux négociants. Et ce choix de 24 mécènes, qui pourrait paraître aléatoire, ne doit certainement rien au hasard. Le chiffre 24, il est bien connu. Il est connu dans l'Apocalypse de Saint Jean, et c'est les 24 trônes sur lesquels sont assis les 24 anciens. C'est un chiffre parfait. Pourquoi? Parce que 6 x 4, 24. C'est l'alliance de Dieu et de l'homme. 6, c'est 2 x 3, donc 2 fois le triangle trinitaire, qui représente Dieu d'une certaine manière, la spiritualité, et le carré qui représente l'homme. Et donc il y a là une superposition de la spiritualité et de la matière qui est très intéressante. Cette astuce de financement va avoir un impact déterminant sur l'architecture du bâtiment. Car les 24 marchands ne sont pas uniquement propriétaires de leur boutique, mais d'une tranche complète de la vieille bourse qui remonte du sous-sol au dernier étage. Tout commence donc à la cave, qui a une utilité surprenante. Nous sommes dans l'étage d'habitation de la vieille bourse. C'est paradoxal parce qu'on est dans une cave. Le propriétaire, le bourgeois, habite dans les caves avec une cheminée et en général lambrissé avec des lambris en bois ou plus souvent des lambris en faïence qui donnaient un intérieur bourgeois à l'ensemble de ce premier niveau en sous-sol. Il ne s'agit pas que d'une cave en fait, mais d'un réseau de caves qui s'étend jusque sous la cour intérieure de la vieille bourse et également sous la place. Un invraisemblable dédale de plus d'une centaine de voûtes sur lesquelles repose le bâtiment. Plus étonnant encore, ce réseau de caves est entouré d'une rue souterraine qui fait tout le tour de la vieille bourse. Elle n'est plus visible aujourd'hui de l'extérieur car elle a été recouverte en surface par le sol de la place. Mais au sous-sol, des restes de maçonnerie témoignent encore de l'existence passée de cette étrange rue. Alors pour faire vivre cet espace qui est un sous-sol, je dois capter la lumière, aérer abondamment cette pièce. Ce soupirail donne la lumière dans les fenêtres que vous voyez ici en détail, avec la façade en grès qui est une pierre noble. On voit même que le linteau qui tient le plancher de l'étage habitable a été chanfreiné de manière importante pour faciliter encore le passage de la lumière. La porte d'entrée fait communiquer la belle pièce principale, chauffée, et les pièces d'eau qui se trouvent sous la grande place, voûtées, avec les aspects sanitaires, les aspects de laverie, de buanderie, etc. Le creusement de ces caves a donné lieu à un imposant chantier qu'on ne soupçonnerait pas en regardant la vieille bourse depuis la place. Plus de 10 000 mètres cubes de terre ont été excavés sur une profondeur de 5 mètres, le niveau de la nappe d'eau qui affleure sous le sol lillois. Il faut s'imaginer ce bâtiment posé sur un radeau de cave. Et c'est à partir de là donc, que le bâtiment va jaillir du sol pour créer la vieille bourse actuelle.